Hey hey, vous écoutez Winov, le podcast innovation et design thinking. Je m'appelle Alexis Meucli et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Steph Cruchon, le fondateur de Design Sprint Ltd, avec qui on va parler d'innovation en Suisse. Au-delà des classements, quelle est la culture de l'innovation en Suisse? Est-ce que c'est plutôt un pays favorable pour innover? C'est ce qu'on va découvrir dans cet épisode. Salut Stéphane, comment ça va? Salut Alexis, mais super, merci beaucoup de m'avoir. Avec grand plaisir, je suis ravi de t'accueillir pour ce tout premier épisode de Winov, un podcast dans lequel on va parler aujourd'hui de l'innovation en Suisse. Chaque année, en septembre, il y a le classement des pays le plus innovants qui sort, le Global Innovation Index, édité par le WIPO, donc l'Office mondial de la propriété intellectuelle. Et comme chaque année, sans surprise, la Suisse caracole en tête de ce classement. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, Stéphane, faisons connaissance. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Je m'appelle donc Stéphane Cruchon, les gens me connaissent plus sous le nom de Steph Cruchon, vous me trouvez sous ce nom-là online, et je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Design Sprint Ltd, et on est spécialisé dans un workshop d'innovation qui s'appelle aussi le Design Sprint, et qui a été créé chez Google en fait, à l'époque, et du coup on amène ce workshop d'innovation, donc c'est une nouvelle manière de travailler dans les entreprises, ça fait 5 ans que je fais ça, je vais être d'entreprise en entreprise, on fait des semaines entières de workshop. Excellent. Peut-être tu peux nous expliquer un peu le concept des design sprints pour ceux qui connaîtraient pas, comment ça se déroule et puis quelles sont les différentes étapes. Peut-être vous connaissez le design thinking, qui est un peu la philosophie de design collaboratif, je dirais. Donc, on va partir d'un problème, on va essayer d'imaginer des solutions et les tester. Et le design sprint, en fait, c'est, on va dire, une recette très pragmatique pour arriver à des résultats en 5 jours. Donc, on va passer à travers toutes les étapes du design thinking, sauf que c'est vraiment ramassé sur un temps très dense, ça dure 5 jours, et on part d'une situation au départ qui est un problème ou une opportunité qu'on cherche à résoudre, et avec une équipe pluridisciplinaire qui fait partie, c'est des membres de l'entreprise, et nous on va les guider dans ce processus. On va rassembler les meilleures idées, décider de qu'est-ce qu'on veut prototyper, on réalise un prototype en un jour, ça va extrêmement vite, et on le teste sur des vrais clients ou des vrais utilisateurs à la fin de la semaine. Vraiment, c'est une sorte de greatest hits, je dirais, d'innovation en 5 jours. Donc c'est vraiment un moyen très efficace pour innover rapidement. Et donc ça, tu l'as développé ici en Suisse romande, tu l'as fait dans de nombreuses entreprises. Et à côté de ça, tu as organisé tout récemment une grande conférence d'innovation qui devait avoir lieu en présentiel initialement au Swiss Tech Convention Center et qui finalement a eu lieu en ligne, le iToday. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? C'est intéressant ce que tu dis. C'était censé être organisé physiquement au Swiss Tech Convention Center. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que c'est un événement sur 2 jours et puis on l'a splitté en 2. Donc, on a fait une partie online, c'était au mois d'août. Et puis, on espère toujours pouvoir organiser les masterclass au Swiss Tech en 2021. Donc, ça sera en février 2021. Et on va essayer, on travaille sur un concept assez cool de à moitié digital, à moitié présentiel. Et puis c'est un événement, c'était aussi une cool opportunité pour nous de faire cet événement-là en virtuel parce que du coup ça a ouvert à un public international. Donc on a eu plus de 700 personnes du monde entier qui sont venues, donc beaucoup plus en fait de visibilité que ce qu'on aurait eu. Et c'est un événement qui est dédié à l'innovation, pas l'innovation gadget, c'est-à-dire on va pas parler de drones ou de voitures électriques. On va plutôt parler d'innovation sur le biais du mindset ou des méthodes en fait d'innovation, de comment on peut vraiment intégrer l'innovation profondément dans l'entreprise. Donc c'est pas forcément des robots, des secoupes volantes, etc. C'est plutôt comment on devient innovant en tant qu'entreprise. Et on a invité des personnes vraiment importantes pour l'innovation. Par exemple, Alex Osterwalder et Yves Pigner qui ont créé le business model Canvas qui est utilisé par toutes les startups du monde. Jake Knapp, l'inventeur du design sprint chez Google. On a eu le fondateur de Sea Shepherd aussi, qui est une organisation écologique. Donc vraiment des gens intéressants qui sont des stars dans leur domaine, qui ont écrit des livres et puis qui influencent, je dirais, des milliers de compagnies dans le monde qui elles-mêmes sont innovantes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le fait d'avoir des speakers internationaux et d'avoir cette perspective internationale, ce qui est relativement peu le cas, je trouve, en Suisse romande sur les événements d'innovation. On va
pour la plupart du temps, avoir toujours un peu les mêmes speakers. Ouais, exactement. C'est un peu, on est centré sur l'innovation du bord du lac, et nous, on a, je pense, la chance de connaître des gens dans la Silicon Valley, d'avoir ces contacts-là, et on a profité en fait de notre réseau, de nos connaissances, mais aussi très important d'avoir un mélange de Suisses, hein, de participants et de speakers suisses. On avait notamment Marc Gruber de l'EPFL qui était là, et l'EPFL est un partenaire et un sponsor de l'événement. Et aussi, bien sûr, des internationaux, des Américains, etc., des Européens. Et je pense que c'est ça qui fait la force de cet événement et de l'innovation générale, c'est le partage, en fait. C'est pas juste d'être centré sur une ville ou sur une région, c'est vraiment de partager des recettes qui marchent. Et puis, il y a donc une suite en 2021 pour les masterclass. Là, la Exact. première partie, c'était plutôt sous forme de conférence. Les masterclass, là, c'est des workshops avec Exactement. Avec les stars. 8 février, c'est Jake Knapp, donc le créateur de Design Sprint chez Google. Et puis le 9 février, c'est Yves Pinger et Alex Osterwalder qui viennent de sortir un livre qui s'appelle Invincible Company. C'est passionnant. C'est probablement un des meilleurs livres de business à lire en 2020. Et ils ont aussi une super masterclass. Donc c'est vraiment ce package avec ces deux masterclass qu'on veut faire physiquement toujours au Swiss Tech Convention Center. Je voulais peut-être pour démarrer que tu nous expliques un peu comment fonctionnent ces classements de l'innovation. Ouais, exactement. Et puis aussi pourquoi je m'y suis intéressé, parce que en fait, nous on a une position qui est quand même assez unique, je dirais, vu qu'on mène ce design sprint, donc ce workshop d'innovation qui est plus ou moins le même workshop, alors après qui va vraiment s'adapter aux besoins toujours des entreprises, mais qui est le même format, et on le mène en fait dans des dizaines d'entreprises différentes avec leur propre réalité. Puis nous on commence à voir émerger des patterns en fait, donc des choses qui reviennent toujours ou des choses qu'on me dit. Et puis une des premières choses qu'on me dit, c'est on veut innover, mais on ne sait pas comment le faire, on ne sait pas comment, voilà, comment être plus innovant. Et en fait, ça m'a vraiment étonné ce que je vois à l'interne des entreprises et ces doutes que les entreprises ont. Et en même temps, ce classement, on caracole en tête chaque année. Et je me suis dit, mais il y a un truc qui fonctionne pas. Donc, je me suis intéressé à comment ces classements étaient en fait calculés et pourquoi la Suisse est toujours première. Le classement, c'est la moyenne de deux notes. Il y a une note qui s'appelle le Innovation Input Index et le Innovation Output Index. Donc toute la partie input, c'est finalement le contexte général qui rend un pays innovant. Ça va être la qualité des institutions politiques, par exemple, la qualité de la recherche, les infrastructures, à quel point le marché est sophistiqué ou à quel point le business est avancé. Et je pense que vraiment pour tous ces points-là, je comprends bien comment la Suisse obtient une très bonne note, vu qu'on est probablement un des pays les plus stables politiquement et les plus sains économiquement aussi. Donc toute cette partie-là, c'est acquis et ça me semble logique. La partie qui est à droite sur le graphique et puis qui est Innovation Output, ça m'a vraiment intéressé, c'est comment c'est calculé. Et en fait, ils ont en fait cherché des critères qui sont mesurables. Comment est-ce qu'on mesure de manière mesurable l'innovation? Et puis en fait, ils ont une catégorie, c'est Knowledge and Technology Outputs et Creative Outputs. Moi, je suis un peu quand même dans la création, donc ça m'intéressait. Et puis en fait, quand on lit Qu'est-ce qu'on a dans ces un peu les catégories? détails, qu'est-ce qu'on a? Donc en fait, dans Knowledge and Technology, c'est le nombre de brevets de patents déposés. C'est juste un nombre, finalement. Le nombre d'articles scientifiques qui sont publiés et le nombre de certificats de conformité aux normes ISO 9001, qui sont les normes de qualité ISO. Donc, ça me semble quand même un peu centré sur le WIPO, ces indicateurs-là. Ça, c'est pour le Effectivement. Knowledge and Technology. Et Creative Output, c'est le nombre de dépôts de trademarks. Même chose. Donc, en fait, ça vient juste de leur base de données. Et puis, alors, plus intéressant et assez smart, la moyenne mensuelle des ajouts à Wikipédia relative au nombre de la population et le nombre d'uploads de vidéos YouTube. Ça, je trouve assez marrant, en fait. Mais finalement, ça tient sur ça. Donc, en fait, un pays est innovant s'il y a tout un contexte adapté, et ça, pas de problème. Puis ensuite, c'est vraiment le nombre de brevets, de patentes, de trademarks et le nombre de contributions sur YouTube, Wikipédia. Et ça se résume un peu à ça. Est-ce que c'est des bons critères? Je trouve intéressant parce que c'est mesurable, c'est des chiffres, c'est des données brutes, c'est des chiffres. Et puis probablement, en effet, un pays où les gens collaborent beaucoup sur Wikipédia. Alors ça peut être un pays où les gens ont trop de temps, mais voilà. Ou un pays où les gens publient beaucoup de vidéos sur YouTube. Ça montre une certaine digital literacy, quoi. C'est que les gens savent utiliser les outils et ils mettent du temps et d'investissement. Mais je pense pas que l'innovation, ça se résume à ça. Moi, ce qui me manque, en fait, dans ces classements d'innovation,
c'est plutôt en termes d'attitude par rapport à l'innovation. Et puis typiquement, pour moi, en fait, ce qui m'importe, c'est le nombre de projets, en fait, le nombre d'essais, de projets qui ont été lancés qui peuvent conduire à l'innovation. Quand on lit Pini Rostovalders, ils disent qu'il faut plus de 200 projets lancés pour qu'il y en ait un finalement qui soit le home run qui va rapporter voilà, qui va faire vivre une compagnie sur de nombreuses années. Donc en fait, il faut beaucoup innover, il faut beaucoup tester finalement avant d'avoir un projet qui a un succès. Créer des licornes par exemple. Puis je pense que ça, la Suisse, on a un problème au niveau de ça, c'est cette capacité à tester, à essayer des choses, et puis on n'est pas très bon justement pour créer des licornes ou pour lancer des startups innovantes. Alors dans certains domaines on l'est parce qu'on est très fort en recherche, en pharma, etc. Mais il y a des domaines typiquement dans le digital où on peut faire bien mieux. Donc c'est une question finalement d'attitude et de culture presque, finalement, Exactement, de du pays. culture. Et c'est pas un manque d'intérêt, hein, parce que c'est vrai que partout où je vais depuis des années, à tout niveau, hein, que ce soit dans des conférences, j'étais dans dans des rassemblements politiques, etc., on entend innovation, innovation, innovation à longueur de temps. Ça semblait mettre le remède pour le Covid et le remède pour la crise climatique, c'est innovation. C'est super, on balance le buzzword, mais au final, il y a l'innovation, tout le monde est d'accord pour dire que oui, il faut en faire, mais il y a un manque de culture sur comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on fait l'innovation dans les entreprises ou dans les organisations. En parlant de culture, est-ce que pour toi, il y a des défauts typiquement suisses en lien avec l'innovation? Le premier défaut, je dirais typiquement suisse, c'est que on a peur d'y aller, on a peur de se lancer. Je pense que pour illustrer ça, en fait, j'aime bien montrer l'exemple d'une montre suisse de luxe, en fait. Vous savez, ces montres mécaniques à haute complication. Parce qu'en fait, on a ce sens de la qualité en Suisse qui fait qu'on n'ose pas sortir un produit, lancer une idée, lancer une start-up, lancer une association, que sais-je, avant que ça soit parfait. Il y a vraiment ce problème-là dans l'ADN suisse qu'on attend que ça soit parfait, que ça soit impeccable avant de livrer ou de montrer quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose qui nous rend fondamentalement lents dans l'innovation et qui fait qu'en fait, les Suisses sont un peuple innovant d'entrepreneurs, mais je vois beaucoup malheureusement d'histoires qui se finissent mal parce que la personne avait la bonne idée au bon moment et puis du temps où cette personne-là ose montrer son produit à des investisseurs, par exemple, bah, ça va prendre des mois, des années, et se fait passer en fait sous le nez par des entrepreneurs plus agressifs venant d'autres pays ou d'autres cultures. Et ça, je pense vraiment que c'est problématique, ce sens de la qualité qu'on a qui est bon hein, dans certains domaines, genre l'horlogerie, mais qui nous rend fondamentalement lents et lents à la réaction aussi. Donc je pense des fois c'est intéressant, et ça je pense que le Covid, par exemple, on vit une époque intéressante pour l'innovation en Suisse parce que ça rend les gens probablement plus tolérants. Et ils acceptent peut-être un peu plus de lancer quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas parfait, parce qu'on est dans des circonstances où ça excuse finalement l'imperfection. Pour l'innovation suisse, je pense que ça donne un bon coup de pied dans la fourmilière et puis que ça oblige en fait les Suisses qui par définition attendent d'avoir la perfection. Du coup, ça les force à sortir du bois plus tôt et à présenter des choses plus tôt avant que ce soit parfait. Ouais. Et ça, je pense que c'est bon. C'est vrai que ça, c'est pas tellement inné dans la culture suisse, alors que c'est complètement dans la culture des startups d'avancer par itérations successives, de rapidement sortir un prototype et d'améliorer au fil du temps. Et Ouais. est-ce que tu as peut-être un ou deux exemples? Alors, ouais, bien sûr. Déjà, je peux en mentionner un. Si vous allez sur YouTube, par exemple, vous tapez Uber Cab et vous allez tomber sur la première vidéo de démo en fait du concept d'Uber. Et c'est comme ça qu'en fait ils ont lancé Uber. C'est une vidéo. Et quand on regarde cette application, on se dit mais mon Dieu, mais ils ont osé montrer ça et sortir ça. Parce qu'on dirait que ça a été fait par un enfant de 5 ans, mais n'empêche que ça a été suffisant pour démontrer le concept et la valeur et faire en fait que ça prenne et que Uber démarre. Donc ça, je pense que c'est un truc bien intéressant à aller regarder. Puis après, un bon exemple très suisse, j'en ai deux en fait. Je vais vous parler déjà de Logitech qui est connu par tout le monde. En fait, Logitech, pendant une vingtaine d'années, ils sont restés dans leur zone de confort, c'est-à-dire qu'ils faisaient des souris et des claviers. Et puis, ils ont
améliorer le produit autant qu'il était possible. C'est-à-dire qu'ils ont inventé la souris, puis après ils ont inventé la souris à boule, puis après ils ont fait peut-être que la boule elle devrait pas être bleue, elle devrait être rouge. Enfin voilà, ils ont été dans tous les petits détails, testés sur toutes les mains, etc. Et ils ont poussé le concept de la souris à bout. Et le problème, c'est qu'en 2007, il y a Steve Jobs qui apparaît sur scène, qui tient un iPhone dans la main, et là, tout s'effondre pour Logitech à ce moment-là, parce qu'on passe en quelques mois d'un monde où tout le monde utilise des souris à un monde où de plus en plus de personnes utilisent des écrans touch. Il n'y a plus besoin de souris. Et là, si vous regardez l'action Logitech entre 2007 et 2011-12, elle s'effondre littéralement. Et à ce moment-là, on a des craintes pour la survie de Logitech parce que les produits pour lesquels ils sont maîtres, c'est-à-dire des souris et des claviers, semblent devenir inutiles parce que tout le monde se jette sur des iPads ou des écrans touch. Et puis, quand on regarde maintenant le cours de l'action Logitech après 2012, en fait, ça remonte drastiquement. Puis maintenant, ils sont à un plus haut, bien sûr, pendant la crise du Covid, parce que tout le monde achète des webcams. Mais comment, en fait, Logitech a réussi à générer ce rebond? C'est pas en faisant des meilleurs claviers et des meilleures souris. C'est qu'en fait, ils ont déjà engagé un management, un directeur américain qui est venu avec le design thinking et ses outils en fait de collaboration et de création. Puis surtout, ils sont autorisés à explorer d'autres marchés et créer d'autres produits. Et en fait, Logitech, ils avaient déjà la capacité de créer d'excellents produits à l'interne, mais du moment qu'ils sont autorisés à explorer des autres niches qui étaient beaucoup moins en vue que le clavier, etc. Ces dernières années, ils ont lancé des enceintes, par exemple, Boom, ils ont lancé des télécommandes, ils ont lancé des webcams. Enfin voilà, ils sont autorisés à explorer des tas de marchés où on les attendait pas. Et en fait, ils ont utilisé leurs compétences de design de produits et voilà, sur des nouveaux marchés, des nouvelles opportunités. D'ailleurs, ce qui est intéressant quand on regarde, c'est qu'en le faisant, ils ont rebrandé Logitech en Logi, donc ils ont carrément changé la marque. Et je pense que c'était justement pour éviter ces freins psychologiques que Logitech devait toujours livrer de la top qualité ou des claviers et des souris. Et le fait de changer de nom sur ces produits-là, ça leur a peut-être permis de s'autoriser plus de fantaisie ou d'essayer plus de choses. On a le droit d'essayer. On a le droit d'essayer de travailler différemment. On a le droit d'essayer de lancer des nouveaux produits. On a le droit d'essayer de repenser notre manière de faire. Et puis, on se donne le droit aussi d'échouer s'il le faut. Mais à force d'échouer sur 4 produits, le 5e, il fonctionne. Et on crée cette capacité d'innovation à l'interne des entreprises. Et ça, Logitech on a vraiment bénéficié avec l'arrivée de Bracken Darrell donc en 2012 au sein de Logitech, et on voit que ce management entre guillemets à la californienne a contribué au succès de la marque parce qu'ils ont des meilleurs produits. Mais ce droit d'échouer, ce droit à l'échec, est-ce que c'est quelque chose que tu observes dans ta pratique quotidienne dans les entreprises suisses? Les gens se mettent la pression de devoir. En fait, les gens veulent bien innover, mais ils veulent que ça soit le coup parfait à chaque fois, et puis qu'ils font 3 jours de workshop et puis qu'ils sortent avec un produit parfait à montrer. Alors que l'innovation, il y a pas mal de déchets, ou il y a pas mal d'essais en tout cas, avant de créer le produit parfait. Et je crois que même Logitech ou Apple ou Tesla ou qui que ce soit n'ont jamais lancé un produit parfait du premier coup, en fait. Il faut d'abord lancer quelque chose aussi simple que possible pour ensuite, après, obtenir du feedback, en fait, des critiques ou des retours des consommateurs ou des utilisateurs qui vont nous dire qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et puis, on appelle ça dans le design l'itération, en fait. On peut pas se dire que dans un an, on va lancer un produit et tout va marcher. En fait, on a meilleur temps de le lancer dans 1 ou 2 mois. Et puis, du coup, ça nous laisse 10 mois de plus pour apprendre, faire des allers-retours avec des consommateurs pour ensuite le lancer juste sur le marché et puis faire en sorte qu'il scale, en fait. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est pas encore acquis dans la culture suisse. On veut faire le home run parfait, lancer le produit et qui marche directement. Et en fait, Apple peut-être donne cette impression-là dès qu'ils lancent quelque chose, ça marche, mais parce qu'en fait, ils font cet exercice d'itération. D'itération et de test, ça se fait en fait à l'interne. Ils ont répliqué une sorte de monde à l'interne qui ne sort pas d'Apple, mais ils le font ce travail. Est-ce que tu as un exemple d'entreprise qui va avancer par itération en impliquant les utilisateurs plutôt que de sortir la version finale directement?
Ouais, vous connaissez tous Adobe, donc Adobe hein, pour les francophones, c'est eux qui font Photoshop ou qui font Illustrator ou des logiciels qui sont leaders hein, du marché du design. Puis en fait, Adobe, ces dernières années, se sont fait complètement distancer sur le terrain du design digital, c'est-à-dire quand on design un site web, par exemple, ou une application mobile, ben, Adobe avait pas vraiment de produit fait pour. Les gens se débrouillaient avec Photoshop ou comme ça, mais c'était pas le bon produit pour travailler sur des produits digitaux. Du coup, il y a un de leurs concurrents qui est apparu sur le marché, qui s'appelle Sketch, qui a lancé un produit excellent qui permet en fait de designer des sites web ou des applications mobiles. Et du coup, Sketch commence à prendre de plus en plus de parts de marché. Et Adobe, en fait, se rendent compte de leur retard et se disent, ils ont beau être leaders du domaine du design, ils se rendent compte qu'ils perdent trop de parts de marché et qu'ils doivent en fait lancer un nouveau produit. Le problème, c'est qu'ils sont des années derrière. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec leur approche, c'est que malgré le fait qu'ils soient très célèbres et qu'ils soient leaders du marché, qu'ils aient un logo très respecté, ils se sont autorisés le droit d'être humbles et puis de lancer un produit pas fini ou pas parfait. Et ils ont lancé un produit qui s'appelle Adobe XD, donc Experience Design, et qui a, en fait, qui est une sorte de clone de Sketch, donc leur concurrent. Mais quand ils ont lancé le truc, on pouvait, en gros, on pouvait faire des rectangles, des cercles, des boutons, et c'était à peu près tout. C'était archi limité. Et le monde entier s'est moqué d'eux parce qu'il fait, non, mais Adobe qui sort ce produit-là, c'est absurde. Mais en fait, l'attitude, c'était de dire, on lance un produit euh, un peu une esquisse de produit, quelque chose qui est pas du tout à peine commencé en fait, et on va le terminer avec vous, avec les utilisateurs. Et ça, je trouve vraiment hyper intéressant parce que ce que fait Adobe, c'est qu'en fait, ils ont un site où si moi je pense à une fonctionnalité utile ou quelque chose que j'aimerais dans le produit, je peux aller écrire sur le site et puis décrire la fonctionnalité. Ensuite, les personnes intéressées vont pouvoir mettre un pouce en haut, donc upvoter mon idée, ma contribution. Puis s'il y a assez d'intérêt, ils vont développer la fonctionnalité. C'est ce qui s'est passé. Moi, j'avais soumis il y a 1 ou 2 ans une fonctionnalité, une idée. Et puis, il y a eu pas mal de personnes qui ont upvoté ça. Et puis, il y a quelques mois en arrière, j'ai reçu un email qui disait, ben Steph, ta fonctionnalité, elle est prête, on l'a faite, et tu peux la tester. Et ça, Incroyable. fois des milliers d'utilisateurs et de designers, c'est incroyable de la part d'Adobe en fait d'avoir cette attitude-là. Puis XD, il est en train d'emporter le marché parce que ils ont la puissance de feu d'Adobe derrière. Ils ont évité de reproduire des erreurs qu'avait fait Sketch. Typiquement, ça marche sur Mac et PC. Et puis surtout, ils sont très à l'écoute des demandes du public et ils développent le produit en réaction à ce que leur demandent les gens, avec une attitude très humble. Dire, on s'est planté, on a pris du retard, on n'est pas leader, mais on vous écoute et on développe le produit pour vous. Et ça, le client adore. Ben oui, exactement. Et puis surtout, le client, il est part de ce processus de création. Et puis Adobe, ils ont quand même, ils ont une énorme communauté parce qu'il y a des millions de personnes qui l'utilisent, que ce soit un autre logiciel qui font partie de leur communauté. Et du coup, c'est vraiment un moyen pour eux d'utiliser à bon escient leur communauté. Et puis toute entreprise en Suisse, hein, on a des petits marchés, mais il y a des personnes autour de chaque entreprise qui s'intéressent à ce qu'elles font, à ce que vous faites, etc. Et des gens qui sont passionnés. J'ai pu travailler dans un sprint avec l'horlogerie, par exemple, ou même la banque. Il y a des gens qui sont passionnés d'applications bancaires, etc. C'est très intéressant d'impliquer ces personnes-là dans le processus de design du produit. Parce que ils vont vous donner justement des pistes ou des feedbacks auxquels vous auriez jamais pensé. Et c'est très dur d'imaginer rassembler une équipe à l'interne de 3-4 personnes qui savent tout et qui peuvent tout imaginer, alors qu'en fait, vos utilisateurs, c'est eux qui savent vraiment ce qu'il faut mettre dans le produit, parce que c'est eux qui l'utilisent au quotidien. Alors, on a évoqué le fait qu'en Suisse, voilà, on a peur de pas y aller, de pas oser, de vouloir sortir le produit parfait. On n'implique peut-être pas forcément assez les utilisateurs dans le processus de création. On n'ose pas tenter des choses. Est-ce que tu vois d'autres problèmes encore ou... Ouais, oui, alors des autres problèmes, il y en a d'autres. Il y a aussi, je pense aussi le fait, ce problème de lenteur, c'est aussi la peur de se faire piquer l'idée. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est ah, mais je peux pas montrer, on va me voler l'idée. Et c'est marrant parce que c'est un problème dans les grandes entreprises, mais c'est aussi un problème souvent chez les startups qui osent pas au tout début partager leur idée, pitcher leur idée, alors que c'est la clé en fait pour obtenir des feedbacks, obtenir les premiers retours des clients et pouvoir itérer
et avancer. Des financements aussi, ouais, des financements. C'est que il y a beaucoup de startups qui développent leur idée un peu dans leur coin, ils veulent montrer à personne, mais du coup très rapidement ils ont plus d'argent en fait pour avancer. Puis à un moment donné, il faut oser montrer ses idées aux bonnes personnes, hein, bien sûr, pour obtenir des fonds, pour obtenir voilà des peut-être engager des talents. C'est ce qui permet aussi de lancer des idées avec le bon timing. Une chose intéressante, peut-être je peux partager cette anecdote. On était dans un coworking il y a quelques années près de la gare de Lausanne que tout le monde connaît dans la tech, un grand coworking. Puis c'était tout neuf avec des super meubles comme ça de luxe et tout ça. Et j'étais très fier en fait d'emmener. J'ai un collègue chinois qui fait du design sprint en Chine, qui venait en Europe. Puis je l'ai invité en fait et je lui ai présenté mes bureaux. Et j'étais très très fier. Je dis ouais, on travaille ici, c'est le plus grand coworking de Suisse et tout ça. Et le mec, il bronche pas quoi. Puis au début, je me dis, bah, je sais pas, il devrait être impressionné comme d'habitude quand les gens entraient, c'est un peu waouh, c'est cool. Et je lui dis, mais ça t'étonne pas? Puis il fait, non, bah moi je viens de Shanghai, en fait, dans chaque quartier, il y a ça à Shanghai. Je fais, ah, ok. Ah, Puis après, on discute un peu, un peu loyer et tout ça, parce qu'on parlait un peu de comment ça fonctionnait pour nous, et puis quelles étaient mes charges, mes coûts et tout ça. Puis je dis, ben c'est le loyer le principal problème en Suisse, quoi. Puis il dit ah mais parce que tu payes un loyer? Il était étonné. Puis je dis ben oui quoi. Puis il dit ah parce qu'en Chine en fait à Shanghai moi je paye pas de loyer, c'est le gouvernement qui m'offre le loyer et puis je paye pas d'impôts non plus parce que je suis une start-up et puis je travaille certains des projets pour le gouvernement. Et en fait alors bon c'est la Chine hein. c'est un autre mindset. Hein. Ouais, et quand tu vois à quel point des pays comme la Chine ou je sais pas Israël pour les nommer sont agressifs en termes d'innovation et investissent sur leurs innovateurs et leurs startups et les aident en fait. Vraiment, bah, on se dit en Suisse on n'est pas aidé parce que il faut non seulement faire fonctionner un business etc. Mais en fait on a toutes les charges d'entreprises voilà très implantées. Et ça je dis on, mais je parle au nom de toutes les startups ou tous les innovateurs. Et certains pays, bah, au contraire ils vont artificiellement pousser l'innovation en justement donnant certaines facilités aux gens qui se bougent au sein du pays. On voit que là, il y a une vraie incentive du gouvernement pour favoriser l'innovation qui devient une priorité presque stratégique pour le pays. Exactement, ouais. Est-ce que tu vois un autre... Oui, Après, oui. on parlera des solutions, mais peut-être encore Ouais. un ou deux défauts ou choses à améliorer que tu as repérés en Suisse. Alors, les défauts typiquement suisses, hein, et je fais aussi mon autocritique, je suis aussi suisse, mais il y a aussi cette notion de déléguer. De pas faire soi-même, mais de déléguer, ça va être d'engager en fait des prestataires pour faire le travail et pas le faire soi-même. Contrairement typiquement aux Américains où ils sont très makers, c'est-à-dire que dans l'entreprise, ils vont engager des personnes qui vont être capables eux-mêmes de faire les choses, ou d'engager des consultants qui viennent pour un temps donné, mais vraiment mettre les mains dans le cambouis. Et puis, en fait, ce que je trouve assez parlant, c'est qu'en allant dans beaucoup d'entreprises en Suisse, on a toujours, on veut montrer qu'on est innovant, donc on fait des innovation labs, des laboratoires d'innovation, etc. Ah, les labs, c'est très à la mode. C'est très à la mode, et puis on voit les plantes vertes, les baby-foot, et puis voilà. Donc ça, c'est un cliché, mais n'empêche que c'est vrai. Je pense que on appelle ça un quick win pour une entreprise. Ça donne l'image d'être innovant. Ça crée bien sûr des ponts, des connexions, etc. Et puis, ça permet à moindre frais de renvoyer cette image de on innove. Après, qu'est-ce qu'on fait dans ces labs? Bah, ça, c'est un peu une autre question. Certains labs, j'ai vu, roulent très bien parce qu'il y a les bonnes personnes qui ont beaucoup d'expérience et puis qui arrivent à dynamiser ça. Puis d'autres labs, c'est juste un pauvre baby-foot avec une plante verte et il se passe pas grand-chose dans le lab. En fait, le problème du lab, c'est que enfin, c'est pas un problème en soi, mais le problème, c'est qu'on s'arrête au lab. J'ai quelques entreprises en tête, je vais pas bien sûr les citer, mais c'est plusieurs milliers d'employés. Puis ils créent un lab d'innovation et dedans il y a 3 personnes dans ce lab d'innovation. Puis en fait, quand on réfléchit au ratio de personnes entre des personnes qui sont là pour exploiter le produit existant versus les personnes qui doivent innover et qui portent toute la responsabilité d'innovation dans l'entreprise, bah, on a, je schématise, mais 950 personnes qui vont exploiter l'existant et puis 5 personnes qui vont innover ou imaginer le futur. Et ça, c'est, à mon avis, c'est une erreur stratégique et ça peut être vraiment dommageable pour une entreprise parce qu'on a 95% des gens qui s'intéressent pas vraiment au futur puis qui sont un peu dans du quotidien et de la routine.
Et puis, il y a 5% des gens qui ont toute la pression, en fait, la responsabilité d'innover et donc de porter l'avenir de l'entreprise. Tu me suis? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est le sujet actuel du bouquin, du nouveau livre de Osterwalder et Pigneur, Invincible Yes. Company, qui milite pour les organisations ambidextres, c'est-à-dire qui à la fois allouent du temps pour l'exploitation du produit actuel, mais aussi du temps pour l'exploration de Mhm. nouveaux horizons et pour faire de l'innovation. Et c'est exactement ça. Vraiment extrêmement intéressant ce livre. Et puis, je pense que ça capture bien ce qui se passe sur le terrain. Et puis, on voit aussi je dirais, quand on engage une personne, on voit les postes comme si c'était un univers fini, c'est-à-dire, moi, je suis responsable marketing et puis du coup, je gère le marketing du produit existant. Ce responsable marketing a des talents et des compétences qui peuvent être très utiles à l'équipe innovation ou à des projets d'innovation. Donc en fait, le responsable marketing ne doit pas travailler 100% de son temps à l'exploitation du produit existant. Il peut très bien travailler une partie de son temps aussi à des projets d'exploration. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été encore très très bien intégré. C'est-à-dire que les employés de l'entreprise sont une force vive d'innovation et c'est en fait je dirais une mine d'or en fait de cerveau. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une ressource inexploitée dans la plupart des cas. Exactement. Et donc, toi, ce que tu dis, c'est que finalement, il faut pas laisser la responsabilité de l'innovation aux 3 employés du lab, Du lab, mais ouais. essayer finalement de transmettre cette culture de l'innovation à l'ensemble des employés qui tous Exact. potentiellement sont des innovateurs en puissance. Exactement. Après, c'est le rôle du lab de rendre ça possible, de catalyser ça, de peut-être en sociodynamique, il y a des profils de personnes, des triangles d'or, etc. Il y a un type de personnalité qui fait que c'est des personnes qui marchent bien de l'innovation. Donc, repérer ces personnes, leur proposer ponctuellement de participer à un projet. C'est pour ça que le sprint ou des workshops de design thinking sont aussi puissants. C'est parce qu'on prend des personnes qui sont au contact, qui sont vraiment deep en fait dans le service ou dans le produit, etc. Et puis on les prend le temps de quelques jours pour imaginer le futur de ce produit. Et c'est les personnes au monde qui sont les plus experts en fait de ce produit-là. Donc ça vraiment, je pense que comme tu le dis, c'est tellement important de pas faire reposer la responsabilité d'innovation sur 2, 3 personnes dans un lab, mais de rendre ce lab perméable et de permettre finalement à tout employé qui le souhaite dans l'entreprise de participer à ces efforts-là de manière ponctuelle. L'exemple archi connu, mais c'est Google. Je pense, Google, Oui. vous savez qu'il y a ce fameux 20%. C'est-à-dire que chaque employé de Google a en fait un jour par semaine pour lequel, ça ne sait pas qu'il fait rien pendant un jour par semaine, mais il peut travailler sur un projet un peu perso. Et Et il y a des projets intéressants qui sont sortis. alors c'est ça en fait, ça peut sembler fou en fait, 20%, on se dit mais sur 5 jours, c'est un jour par semaine où le mec on sait pas ce qu'il fait. Euh, et ça peut sembler extrême, et j'en conviens, c'est assez extrême, mais Google, j'ai la liste ici et ça je le tiens de discussions avec des Googlers. Euh, Ces produits que je vais citer, donc Gmail, Google Maps, Google AdSense, Google News et les design sprints bien sûr, ont été créés pendant le 20% de temps libre, entre guillemets, des employés. Donc on vit dans un monde à l'heure actuelle où il y aurait peut-être pas Google Maps si ce 20% de temps libre n'avait pas été instauré à l'époque par Google. Donc ça laisse quand même un peu songeur, parce que quand on réfléchit à ce qui apporte des revenus à Google maintenant, c'est genre AdSense par exemple, ou des produits comme Gmail ou Google Maps sont des produits tellement importants pour le monde, et ça semble incroyable de se dire que ça a été créé sur le temps libre d'une personne. Après, bien sûr, c'est pas une personne seule qui a porté ce projet, c'est que la personne a consacré son temps, je crois les vendredis traditionnellement, à commencer à prototyper, à démarrer les premières ébauches de ses produits et projets, et ensuite a obtenu le buy-in à l'interne, des financements plus grands, des équipes plus grandes, et du coup ces personnes-là sont devenues responsables de ces produits, etc., etc. Et maintenant, c'est des produits, bien sûr, complètement intégrés à Google. Mais je trouve intéressant, c'est que de laisser un peu de liberté aux employés. Alors, c'est vraiment fait sur la confiance chez Google parce que c'est un jour par semaine, mais laisser des espaces de création parce que ça peut vraiment s'ouvrir vers de grandes choses. Est-ce que d'après toi, c'est un modèle qui est transposable en Suisse? Ou peut-être même, est-ce que tu connais des entreprises suisses qui ont intégré ce modèle des 20% pour développer un projet personnel? Alors, 20%, à ma connaissance, pas.
ce que j'ai vu, je vais pas les citer parce que je pense que c'est hyper confidentiel, mais j'ai vu des entreprises qui ont des très bons programmes d'intrapreneurship. C'est-à-dire qu'ils vont, donc intrapreneur, hein, c'est un entrepreneur à l'interne de l'entreprise. Et ça, c'est assez le Graal pour des gens peut-être de ma génération ou plus jeunes, c'est un peu les millennials. C'est que des gens qui sont des potentiels entrepreneurs ou innovateurs, etc., pour les garder dans une grande entreprise, dans une corporate, il faut leur laisser la possibilité de pousser certains projets ou la possibilité de créer. Puis ces programmes d'intrapreneuriat, c'est permettre à des gens d'être des sortes de mini-entrepreneurs dans le confort de l'entreprise, en guillemets, ou avec des ressources de l'entreprise. Puis ces entreprises qui le font, c'est assez malin, c'est-à-dire que la première chose qu'ils font très bien, c'est qu'ils partagent clairement les objectifs, les problèmes rencontrés et les opportunités. Et ça, vraiment, réfléchissez à cette entreprise que j'ai en tête. Ils ont un millier d'employés. Du moment où vous avez 1000 cerveaux qui réfléchissent au problème, donc ce problème-là, il est connu de 1000 personnes, vous avez beaucoup plus de chances de trouver des solutions que de transmettre, en guillemets, ce fardeau aux 3 pauvres personnes du lab d'innovation. Donc déjà, ils partagent les objectifs et les attentes. Et ensuite, on va laisser les personnes travailler leur quotidien. Et puis peut-être que sur ces 1000 personnes, il n'y a qu'une ou deux personnes qui vont émerger avec un début d'idée. Et ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils donnent un peu de ressources à ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vont leur donner un peu de sous, une petite équipe, puis ils leur disent ben maintenant tu peux travailler tous les vendredis sur ce projet-là, et puis tu reviens nous présenter quelque chose dans 1 ou 2 mois. Donc, ils donnent une deadline, ils donnent un peu de sous et ils donnent une petite équipe. C'est extrêmement simple, extrêmement modeste au départ, mais après, il y a un peu des échelons. Donc, c'est-à-dire que la personne va créer sa petite équipe à l'interne, faire un prototype, le démontrer, va obtenir plus de ressources, etc., jusqu'au moment où il passe devant le CEO. Et en faisant ça, ou la CEO, hein, et en faisant ça, ça permet en fait à un employé lambda qui est inconnu au bataillon de monter un peu sa petite structure, de monter son projet et de remonter au plus haut de l'entreprise. Et là, du coup, ça peut déboucher, et ça s'est passé dans un des exemples que j'ai en tête, ça peut déboucher sur un nouveau produit en l'occurrence, et la personne que j'ai en tête au final est devenue lead en fait de son produit. Donc, est passé d'un statut d'employé lambda à product lead en fait de ce nouveau produit qui n'existait pas et que lui a pu en fait créer au sein de l'entreprise. Et ça, je trouve vraiment vraiment intéressant parce que ça va permettre de révéler des talents, ça va permettre de tester des choses à moindre coût, puis ça reste à l'interne de l'entreprise, donc aussi ça évite de s'exposer au marché, on peut tester comme ça des choses à l'interne. Et je connais plusieurs entreprises qui font ça et avec succès. Ouais, je partage avec toi. Je pense que ce modèle de l'intrapreneuriat va monter en puissance de plus en plus. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant toujours dans ce livre Invincible Company, le nouveau modèle d'organigramme proposé par Osterwalder et Pigneur, c'est d'avoir un poste de Chief Entrepreneurship Officer qui, en fait, est au même niveau que le CEO. Donc, en fait, il y a le CEO d'un côté de l'organigramme qui va s'occuper de toute l'exploitation des produits existants avec un organigramme classique. Et puis, de l'autre côté, mais au même niveau que le CEO, avec le même pouvoir hiérarchique, le Chief Entrepreneurship Officer, qui lui, pareil, va aussi avoir toute son équipe en dessous pour faire de l'exploration et donc imaginer un nouveau projet intrapreneurial dans l'entreprise. Et donc, ça montre bien que les deux sont importants et les deux ont le même niveau d'importance puisqu'il y a un cycle de vie des produits et que si on ne se préoccupe pas du futur et si on ne fait pas de l'exploration, ben on va vers le déclin finalement. Exactement. Peut-être, si tu veux bien, je peux partager une anecdote. Il y a quelques années maintenant, parce que le design sprint, c'était très très nouveau il y a 5 ans. Hein. Moi, j'étais le premier à le découvrir, probablement en Europe, en tout cas, à en faire un business. Mais toujours maintenant, en 2020, je dois encore expliquer ce qu'est un design sprint parce que c'est pas encore extrêmement connu Oui, hors du cercle des innovateurs et des spécialistes. Exactement. Même si ça excite tout le monde dans l'innovation, mais bien sûr, je continue à expliquer. Puis du coup, je crois il y a 2-3 ans, je me retrouve dans un meeting avec donc dans une très grande banque que je ne vais pas citer, suisse, avec le responsable du digital.
de la banque. Puis je fais toute ma présentation, j'explique le workshop design sprint, l'innovation bootcamp, comment ça fonctionne, etc. Puis je vois vraiment de l'intérêt dans la pièce et les gens s'y intéressaient. Puis lui, je vois qu'il bronche pas trop. Puis au bout d'un moment, il m'arrête puis il fait, vous savez, Monsieur Cruchon, ça c'est vraiment pour les innovateurs. Puis je lui dis, bah oui, mais vous êtes Head of Innovation. Puis il fait, ah non, mais nous, la banque, on n'est pas des innovateurs, on est des smart followers. Ah, waouh, jolie formule. On est des smart suiveurs. Et ça m'a vraiment, ça m'a choqué sur le moment, ça m'a fait rire. Je les imaginais écrire ça sur le fronton de leur banque, We are smart followers. Comme si, en fait, ils étaient presque fiers de cette phrase. Et je pense que ça résume pas mal un peu l'attitude suisse d'attendre et de suivre quand ça marche, et puis de pas trop se mouiller. Et puis je pense que peut-être si on regarde ça à 50, 100 ans, c'est sûrement une technique qui fonctionne très bien. Mais quand on pense à la période qu'on vit maintenant, hein, avec ce gros coup de sac du Covid, j'aimerais pas travailler dans une banque ou dans n'importe quelle entreprise qui a cette maxime We are smart followers, parce que je pense que c'est très 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 difficile de se retourner ou d'être flexible à l'heure actuelle. Et quand je repense au classement dont on a parlé au début et avec un peu les différents exemples que tu nous as donnés, bah, je me dis que finalement, sans la quantité de brevets déposés par l'industrie qui est quand même très présente en Suisse, notamment la pharma, bah, je me dis que si on enlève ça, est-ce qu'on serait toujours sur la première place du podium? Pas sûr. Probablement pas. Probablement pas. Et je voulais encore peut-être évoquer un thème avec toi par rapport à la Suisse, qui a aussi cette complexité finalement d'avoir 26 cantons, d'avoir oui. 4 cultures différentes, de parler 4 langues différentes. C'est sûr que ça facilite pas non plus le processus d'innovation. Non, c'est clair. Alors bon, la Suisse, on a déjà de base un problème, c'est qu'on est un petit marché, hein, donc lancer quoi que ce soit en Suisse et surtout vivre qu'en Suisse. Je dis ça parce que je coach aussi beaucoup de startups et j'ai enseigné dans pas mal d'écoles et tout ça. Puis chaque fois, les entrepreneurs viennent et disent ah mais c'est un produit, c'est que pour la Suisse. Puis je dis mais pourquoi c'est que pour la Suisse? Parce qu'en fait, on parle français, on parle allemand, on parle italien, puis on peut très bien parler à des marchés plus grands. Donc, on a déjà ce problème de base, c'est qu'on pense déjà que Suisse. Après, quand on prend une carte de la Suisse, ben, on se rend compte que c'est 26 cantons, après encore des demi-cantons. Enfin bref, mais on se rend compte que c'est carrément avec ce fédéralisme. Les Vaudois regardent ce qui se passe sur Vaud, les Valaisans regardent ce qui se passe en Valais, etc. Et puis tout le monde en fait a le nez un peu dans son innovation, mais très locale. C'est qu'on se compare à ses voisins de palier finalement. Et puis c'est clair que c'est pas le canton de Chafouz qui va trop nous challenger en matière d'innovation, quoi. Donc il y a déjà ça, il y a déjà un peu ça. Puis après on a tendance aussi à réinventer la roue. Un exemple que qui m'a semblé assez parlant, il y avait un espèce de grand scandale à l'époque parce que le canton de Fribourg venait de refaire son site et puis ça avait coûté 500 000 francs. Puis après il devait encore refaire du travail dessus, donc ça coûtait encore 100 000 francs de plus. Oui, c'est un gros chiffre, 500 000 francs, mais en fait quand on réfléchit au salaire des employés du canton de Fribourg, ben, c'est 5 salaires annuels, quoi. Donc, si on se dit que le site, il fait le boulot de 5 personnes, je pense que c'est probablement le cas de ce site, il est déjà plus ou moins rentabilisé, mais bref. Donc, ça semble être un gros montant, puis il y avait des articles dans la presse, comme quoi 500 000 francs, c'est des sommes déraisonnables, etc. Puis après, ce qui est rigolo, en fait, de voir, c'est que l'État de Vaud avait sorti son site, un ou 2 ans avant, son nouveau site. Puis on regarde le site de l'État de Fribourg, puis c'est quasiment le même site. Finalement, ils font la même chose. C'est un site d'État, c'est un portail d'État. Et puis, si je regardais ces deux sites, et en fait, ils font exactement pareil, mais ils sont complètement différents, en fait. Et il y a eu tout un travail qui a été redémarré de zéro pour repenser de fond en comble le site de l'État de Fribourg, alors qu'ils ont le canton d'à côté qui vient de relancer son site. Et probablement, il y a des tas de choses à reprendre ou à mutualiser ou à récupérer. Et je pense que ça, en Suisse, on est tellement mauvais pour juste regarder ce que font les voisins et réutiliser, parce que voilà, il y a aussi des problèmes d'ego, etc., mais réutiliser des recettes qui marchent. Et ça, je pense qu'il faut qu'on gagne à juste se parler, à mieux communiquer, à observer ce que font les autres et puis juste à reprendre ce qui fonctionne et puis pas tout redévelopper de zéro. Ouais, et je partage complètement et ça me fait penser au fait que on parle souvent de casser les silos
au sein de la même entreprise pour que les différents départements communiquent et collaborent mieux. Mais en fait, on peut aussi parler de casser les silos intercantonaux. Typiquement avec l'anecdote que tu racontes, c'est vrai que sans doute l'un ou l'autre canton aurait peut-être pu bénéficier de l'expérience de l'autre et puis mutualiser les efforts et échanger les meilleures pratiques, etc. Ouais, puis ça, c'est qu'un exemple, mais en fait, c'est partout pareil. Il y a vraiment, c'est pour toute l'administration, en fait, doit être digitalisée au final, et sera digitalisée, ou même la santé, etc. Puis c'est vrai qu'on a ce côté très besogneux, très suisse, de se dire, il y en a point comme nous, et du coup, on réinvente tout de zéro, et on part d'une feuille blanche, alors qu'en fait, il y a d'autres pays, il y a d'autres régions, il y a d'autres villes, enfin voilà, qui ont déjà fait le travail. Et c'est un travail d'exploration ou même de partenariat ou de se parler, en fait, nous permettrait de gagner énormément de temps. Pour ça, je crois beaucoup dans les technologies open source, par exemple, où c'est ça, hein, c'est vraiment du pragmatisme, c'est récupérer ce qui marche, ne pas redévelopper sans cesse des choses qui ont déjà été faites, en fait. Et ça, je pense qu'il manque aussi à une certaine maturité digitale, en tout cas suisse, et on a toujours ce côté, voilà, on est unique, quoi. Moi, je milite aussi pas mal pour l'open innovation. Est-ce que les gens sont pas critiques d'office pour chaque nouveau projet ou chaque innovation qui sort? Est-ce que de toute façon, il n'y aura pas des critiques de part et d'autre? Est-ce que ça fait pas partie de la nature même d'un projet d'innovation, d'avoir ces Ouais. détracteurs? Oui, absolument. Et puis, alors, mais je pense que tu as entièrement raison. Moi, ça fait 15 ans que je fais de l'innovation et 15 ans que je fais des projets. Et je pense modestement être arrivé à un niveau où je suis un bon designer, mais ça fait quand même 15 ans que je me prends des claques. Et, et au final, c'est ça, en fait, qui fait de toi un bon designer ou un bon innovateur. C'est te prendre de manière répétée des claques, des claques, des claques. Euh, et je pense que le droit de réponse, le droit de râler, etc., il est finalement assez bon parce qu'il va justement nous permettre à nous, innovateurs, d'améliorer toujours les services, les produits concrets, etc. Donc c'est fondamentalement bon. Quand on est innovateur, faut accepter de des fois prendre des risques, être en avance, s'en prendre aussi plein la figure, mais au final on sait qu'on va dans la bonne direction. Et des choses qui sont risibles, ou qui semblent absurdes, ou qui semblent folles maintenant, dans 20 ans, dans 30 ans, on les verra avec un tout autre œil et on sera content d'avoir eu ces innovateurs en Suisse. Et voilà, et je pense que moi, je pense que je serais content en regardant dans 30 ans de voir ce qu'on faisait en 2020. Je serais fier de ce qu'on fait, même si c'est pas toujours facile ce que tu fais ou ce que je fais. Mais je pense qu'on a un rôle à jouer dans la société. Merci pour ce beau, ce beau, Ce plaidoyer. ce beau plaidoyer pour l'innovation et qui permet aussi effectivement de prendre un peu de recul. Et cet exemple de la Tour Eiffel qui était tant critiqué au moment de la construction et qui Ouais. aujourd'hui l'emblème de Paris et même de la France est reconnu mondialement comme un des monuments les plus visités au monde. C'est vrai Mhm. que ça paraît complètement fou. Et puis, et moi j'enseigne beaucoup dans les écoles, et puis je crois que je peux aussi dire, parce que j'ai la connaissance du terrain, c'est qu'en Suisse on a vraiment des talents, on a un système d'éducation génial et on a des véritables talents. Et il faut justement qu'on arrive à donner du travail, donner des projets, à donner de l'énergie à ces talents, et éviter que ces gens-là partent en fait simplement vers d'autres terres où justement l'innovation est plus facile entre guillemets, parce que ces gens-là faut les garder. Excellent. Effectivement, la formation et l'éducation en Suisse, c'est un capital sur lequel il faut miser puisqu'on n'a pas de ressources premières, donc l'intelligence, c'est Exact. un peu ce qui nous reste. Parfait, Steph. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on va terminer ce podcast avec une série de brèves questions. Alors, c'est parti. Est-ce que tu as des outils que tu utilises au quotidien, des apps incroyables ou des outils que tu pourrais recommander à nos auditeurs? Notre vie, elle a été entièrement digitalisée ces derniers temps avec le Covid. Les workshops qu'on faisait en physique, maintenant, on les fait avec deux outils principalement, un qui s'appelle Zoom, que tout le monde connaît, hein, qui est le logiciel de visioconférence, mais que je trouve quand même génial. Et puis, l'autre outil qu'on utilise tout le temps, c'est Mural, Mural. Et ça, moi, j'y vois vraiment, je vois un peu que c'est le futur du travail, ou en tout cas du workshop collaboratif. Ça permet de coller des post-its
dans une salle virtuelle. Donc en fait, plutôt que d'avoir des post-it papier et de couper des arbres, on travaille tous ensemble à distance dans un espace virtuel et ça marche très 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 bien. Est-ce que tu as un mentor ou quelqu'un que tu admires particulièrement? Bah oui, Jake. Jake Knapp, donc Jake Knapp. c'est le créateur du design sprint chez Google, la personne qui a écrit le livre Sprint. Et en fait, Jake, c'était au départ mon idole. C'est devenu mon mentor au début. On s'envoyait des emails et puis c'est devenu maintenant un ami proche. Donc ça, c'est aussi cool. Je peux faire tout un storytelling là-dessus que je vais pas faire, mais c'est génial le digital et le numérique parce que ça permet de se rapprocher de la personne qu'on admire le plus au monde et à terme de devenir un intime et son ami. Et ça, c'est quand même assez génial. Ouais. Et pouvoir Il habite l'inviter à... en Suisse pour iToday, typiquement. Exactement, par exemple. Il habite à Seattle, donc c'est l'autre bout de la Terre, mais on s'écrit presque quotidiennement. Quel conseil donnerais-tu au petit enfant que tu étais il y a 30 ans, par exemple? Continue à dessiner et puis les maths, c'est pas grave. C'est pas grave si t'es nul. Quelles sont les compétences clés aujourd'hui, d'après toi, à posséder ou qu'un jeune devrait absolument posséder quand il entre dans la vie active? La curiosité à 1000% et la persistance. C'est qu'en fait, il faut, parce que les gens vont pas, enfin, on va pas t'apprendre. Ce qu'il faut, c'est que c'est à toi d'aller chercher l'info, de chercher tester le bon outil, la bonne technologie, lire des trucs, lire des livres, j'en sais rien. On va pas dire qu'est-ce qu'il faut lire ou qu'est-ce qu'il faut. Donc moi, je crois beaucoup à presque l'auto-apprentissage ou tout ça. Puis la persistance, c'est que il y a des choses, tu dois les refaire 100 fois pour devenir bon. Et il faut les refaire 100 fois. Et il faut insister jusqu'au moment où ça marche. Enfin, faut pas être débile non plus, mais il faut pas s'entêter. Mais ça demande du temps et de l'énergie et de la persistance pour arriver là où tu veux être. Donc ouais, c'est les deux qualités, j'ai. En parlant de livres, est-ce que tu as un livre ou un film à recommander dans le domaine de l'innovation ou pas forcément d'ailleurs? The End of the World de Peter Brannon. Et c'est hyper bien. C'est un spécialiste en fait c'est une sorte de paléontologue en fait, ou plutôt un journaliste qui s'intéresse beaucoup à la paléontologie et en fait qui raconte les fins du monde successives en fait que notre monde a connues. C'est quelque chose que j'ai lu par hasard pendant le Covid. Je sais pas si c'est par hasard, mais et puis c'était intéressant parce que c'est bien sûr une mise en perspective par rapport à ce qu'on vit entre le Covid et surtout la crise climatique, et puis qui raconte en fait le monde a failli, en guillemets, se terminer, en tout cas les espèces vivantes sur Terre, je crois 7 ou 8 fois dans l'histoire. Et il raconte en fait ces 7 ou 8 événements de l'histoire. Donc il y a eu la fameuse comète des dinosaures, mais il y en a eu d'autres avant. Et ça te remet vraiment en perspective. Et tu te rends compte à quel point on n'est rien, on est vraiment tellement peu de choses. Et oui, on peut très bien nous-mêmes disparaître en tant qu'espèce. C'est pas grave, la Terre, elle va très bien se porter. Et puis il y aura de nouvelles choses qui vont émerger. Donc, et je trouve vraiment c'est un livre qui est assez philosophique, mais en même temps basé sur du très factuel. C'est observer les différentes fins du monde qui sont déjà passées en fait. Et... C'est noté, donc The Ends of the World. Puis dernière question, alors accroche-toi. Imagine demain, tu pars sur une île déserte pour toujours. Ok. Et avant de partir, tu as la possibilité de diffuser un message au monde. Un seul message. Quel serait-il? Mais ce serait écouter Greta, bordel, quoi. C'est ça. C'est, je pense, je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de dire. C'est, oui, on peut toujours chipoter, chenailler, etc. Mais n'empêche que, au final, ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est juste. Il faut juste l'accepter et l'écouter. C'est marrant que ce soit une enfant qui doive dire ça à tout le monde, parce que c'est des choses qui sont connues. Je crois que c'est un secret pour personne que on se dirige vers une catastrophe, qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il faut bouger, qu'il faut justement innover, qu'il faut repenser sa façon de vivre, etc. Mais son discours porte plus. Après, il y a toujours des gens qui refusent, qui nient l'évidence. Et voilà. Et moi, j'espère que j'ai foi dans la plus jeune génération, que j'ai l'impression que son message il porte dans cette génération-là beaucoup plus que les générations plus âgées finalement. Et ouais, moi j'espère que plus ça va aller, plus les gens vont écouter Greta et ce qu'il y a autour, parce que ça me semble être la voie à suivre. Et puis qu'au bout d'un moment, quand il y a un problème, il faut l'accepter et puis
Et c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, Steph, mais évidemment, l'innovation, en tout cas moi, c'est ce que je prône, doit s'inscrire dans la durabilité. Et absolument, il faut pas. Je suis très au courant des besoins économiques des entreprises, des contextes, etc. Mais après, voilà, il y a des gens qui ont raison, qui disent des choses et ils ont raison dans un horizon à 1-2 mois. Puis il y a des gens qui disent des choses qui ont raison dans un horizon à plusieurs années, voire plusieurs décennies. Au final, tout le monde a raison, mais moi, j'ai plutôt tendance à écouter les personnes qui pensent pour le bien commun de notre espèce ou de la société plutôt que pour leur bien personnel ou leur KPIs de la fin du mois. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Encore un grand merci d'avoir participé à ce premier épisode du podcast Winov. Merci à toi, c'était cool. Et puis à très bientôt. À très bientôt, bye bye. Voilà, vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Winov. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et pourquoi pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Faites-moi part de vos remarques, de vos critiques et de vos suggestions sur hello@winov.ch ou directement par Instagram @winov.ch. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!